À toi, Didier. Ça marche? Bon, en 10 minutes, on m'a demandé de vous raconter l'histoire de Gisti et de la défense des droits des étrangers en rétention. C'est une gageure absolument impossible. Donc j'essaierai dans un document écrit, puisque j'ai compris qu'il y aurait des actes du colloque, de faire beaucoup plus long et de vous raconter de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus intéressante, je pense l'histoire que je vais essayer de raconter en 10, 12, 14 minutes. En 75, la France découvre sur le port d'Arinque à Marseille qu'on retient illégalement, même clandestinement, un certain nombre d'étrangers qu'on veut éloigner du territoire français. En 80, la loi Bonnet veut donner un cadre juridique à cette situation totalement illégale. Elle le fait par une loi que le Conseil constitutionnel invalide au motif que le juge judiciaire n'intervient pas dans les 7 jours de rétention, de privation de liberté prévus par la loi Bonnet. En 81, la loi Questio va donner ce cadre juridique. 7 jours de rétention, intervention du juge judiciaire au bout de 24 heures. Nous savons qu'en 1986, la loi Pasqua, je ne rentre pas dans les détails, élargira considérablement le champ d'application et donc le nombre d'étrangers susceptibles d'être mis et maintenus en rétention. Nous savons qu'ensuite, le délai de rétention sera porté à 10 jours, puis à 12 jours, puis à 32 jours. Entre-temps, vont intervenir un certain nombre d'événements. À l'époque, les étrangers en rétention, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. On n'en parle pas beaucoup. Ça n'est pas un sujet qui intéresse même beaucoup d'ailleurs les juristes, les avocats. Néanmoins, je rappelle que la première bataille menée à cet égard l'a été par des avocats du SAF à Marseille en 1975, lorsqu'ils ont déposé une plainte qui se terminera bien évidemment par une décision d'irrecevabilité et un non-lieu confirmé par la Chambre de l'instruction, déposé une plainte pour détention illégale, puisqu'ils avaient découvert que des Algériens restaient pendant des semaines dans des lieux sinistres sur le port d'Arinque, qui est toujours aujourd'hui un centre de rétention, en attendant d'être éloignés. En 1992, j'arrive bientôt à mon sujet qui va se passer le 30 octobre 1993. En 1992, la même situation que celle de 1975 pour les centres de rétention des étrangers en instance d'éloignement va être découverte par cette fois-ci un plus grand nombre d'avocats, et en particulier par des avocats du Gisti, à propos de la zone dite internationale de Roissy, dans laquelle on maintenait également, de manière totalement illicite, un certain nombre d'étrangers en les privant de leur liberté, cela non pas pour les éloigner du territoire, mais parce qu'on voulait leur empêcher d'entrer sur le territoire. Des procédures se sont diligentées à l'époque pour les Haïtiens de Roissy devant le tribunal de Paris, qui aboutiront à la constatation de la voie de fait, pour des Somaliens devant le tribunal de Créteil. Je vois dans cette salle une des 3 consoeurs qu'il faut citer, Dominique Mongessaray, qui, avec Laurence Roch et Pascal Thalmann, porteront la contestation sur la régularité de la zone internationale d'Orly jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui, quelques années plus tard, condamnera la France dans le célèbre arrêt Amour. 1993, la loi Pasqua, deuxième du nom, puisqu'entre-temps, vous savez que M. Pasqua était revenu à la place Beauvau, va modifier encore le cadre juridique de la rétention, qui devient la règle, l'assignation à résidence devenant l'exception. Il va ensuite porter de 7 à 10 jours, par une loi de décembre 1993, la durée maximale de rétention. C'est dans ce contexte que, entre-temps, les conditions matérielles dans lesquels les étrangers sont retenus dans un certain nombre de lieux, et en particulier dans le sinistre dépôt des étrangers du Palais de justice de Paris, vous savez, à 100 mètres d'ici, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où chaque année le bâtonnier de Paris reçoit les institutions de la profession d'avocat et du monde judiciaire parisien pour y faire une grande fête. Eh bien, c'est à quelques mètres en dessous que se situait ce lieu dans lequel plusieurs dizaines de milliers de personnes vont passer plusieurs jours, plus d'une semaine pour certains d'entre eux, entre 1980 et 1995. En 1904, personne n'était jamais entré dans ce lieu. Si, pardon, le comité pour la prévention de la torture y était entré le 8 novembre, du 27 octobre au 8 novembre 1991. Il avait visité en particulier le dépôt des étrangers de la préfecture de police de Paris, celui d'Arinque dont je parlais tout à l'heure, celui de Nice et celui du Mesnil-Amelot à côté de Roissy. Il rend public son rapport en janvier 1993. Le rapport est accablant, en particulier pour le dépôt des étrangers du Palais de justice de Paris. Je cite : allégation d'injures, injection forcée de tranquillisants, état général des cellules collectives insatisfaisant, absence de draps, manque de propreté des couvertures et des matelas, allégation d'absence de tout nécessaire de toilette. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça, nous le constaterons.
Localisation de cellules en sous-sol, fenêtre sale, proche du plafond, ne laissant filtrer qu'une faible fenêtre, lieu infesté par les cafards, ça aussi j'y reviendrai dans un instant, aucun moyen de distraction, pas de télévision, pas de livre, pas de local associatif, pas de cours de promenade, mauvaise qualité de la nourriture, fait corroborer par les observations du comité, règlement type non distribué ou retenu et non rédigé dans des langues étrangères, allégation d'accès non garanti aux médecins et au téléphone et au registre, et last but not least, la mission de la CIMAD, chargée de visiter les retenus pour leur donner une information juridique, une assistance sociale et assurer les liens avec l'extérieur, s'est vu refuser l'accès à la zone de rétention proprement dite. C'est pas moi qui le dis, c'est le CPT qui l'écrit dans son rapport. S'est vu refuser l'accès à la zone de rétention proprement dite, à l'intérieur du dépôt de la préfecture de police de Paris, ses représentants ne pouvant en fait accéder qu'au parloir pour les familles et les avocats, installé à l'entrée du dépôt de droit commun, qu'il faut ensuite traverser avant d'accéder au dépôt des étrangers. Le comité fait des recommandations au gouvernement français, recommandations qui ne seront pas suivies des faits. Le gouvernement français s'engage à faire des travaux. 2 ans plus tard, nous constatons que ces travaux n'ont pas été faits. 4 ans plus tard, le sinistre dépôt sera enfin fermé. C'est dans ces conditions que le 29 octobre 1993, mon ami alter ego Gérard Chalakian, avec lequel nous avons fait pas mal de mauvais coups, et nous continuons d'en faire encore, va se dire que pour entrer dans ce lieu, pour en sortir un constat, pour en sortir, pourquoi pas, on rêvait à l'époque des photos, on va y réussir, pour dénoncer cet endroit, quoi de plus intelligent que d'aller voir le président du tribunal administratif de Paris, qui s'appelait M. Van der Meuren, et de lui demander tout simplement une ordonnance sur requête afin de faire un constat au motif qu'un étranger, M. Dulangi Istvan, ressortissant roumain d'origine tzigane, se trouvait retenu dans ce centre et qu'il estimait être retenu dans des conditions contraires à la dignité. Il dépose son ordonnance le 29 octobre et dans la journée même, le magistrat rend l'ordonnance autorisant le constat, désignant le docteur Pagès, médecin, et fixant au lendemain matin 9h la visite du constatant sur les lieux. Ça va tellement vite que quand on rentrera, après, je rentre le détail parce qu'on mettra 2 heures à rentrer, quand on arrivera finalement à rentrer dans ce lieu, on n'aura pas l'ordonnance. Et le constat aura lieu alors que l'ordonnance, qu'on pourra d'ailleurs ajouter dans les actes du colloque, sera écrite, motivée, rédigée beaucoup plus tard. On rentre là, je passe également sur ce qu'on y voit, parce que sinon je ne pourrais pas aller à l'essentiel de ce que je voudrais vous dire, mais on y voit en gros ce que le CPT avait vu 2 ans plus tôt, en pire. On y voit en particulier, pour prendre que 2 exemples, on demande, parce que c'est une cellule collective, la cellule de M. Dulangi, ce sont des matelas comme ça, des matelas collectifs sur lesquels les étrangers dorment, des matelas puants, avec des cellules puantes, et on demande, parce qu'il y a une douche à côté, on ouvre le robinet de la douche. L'expert, M. Pagès, le vieux médecin, lorsqu'il voit tout ça se passer, commence à réaliser dans quel guêpier Maître Chalakian l'a entraîné avec ses 3 acolytes, Sophie Mora, qui était la collaboratrice de Gérard à l'époque, Michel Vernier, qui travaillait avec moi, et moi. Et lorsqu'on demande où se trouve le papier hygiénique, car il y a un trou à la turque pour les toilettes, lorsqu'on demande où se trouve le savon, car il y a des douches pour se laver et qu'on peut rester là, à l'époque, pendant 10 jours. Aujourd'hui, c'est 32 jours. On nous répond, ah mais non, il n'est pas laissé à la disposition des étrangers. Ah bon, il est où? On demande, on insiste, l'expert veut partir ailleurs. Non, non, on veut savoir où il est. Et là, on nous ouvre une armoire électrique à l'intérieur de laquelle se trouve le papier hygiénique et le savon. Et quand on demande pourquoi le papier hygiénique et le savon sont enfermés dans l'armoire électrique, on nous répond, mais maître, parce qu'ils le mangent. Je vous jure que c'est vrai. Alors, on sort de là, on se sépare avec l'expert qui a réalisé un peu tard qu'il est embarqué dans une drôle d'affaire qui risque d'aller assez loin. Et il va évidemment faire un constat très édulcoré. Mais à un moment donné, car nous avions tout prévu, nous avions apporté un appareil photo. Et à un moment donné, nous disons, puisque nous sommes dans le cadre d'un constat, on doit pouvoir faire des photos pour les annexer au constat. C'est dans les règles de la procédure administrative qui sont sur ce point pas différentes des règles de la procédure civile. On fait un constat, on a le droit de faire des photos. D'ailleurs, au début, quand on a voulu rentrer, on a voulu laisser rentrer que le seul Gérard Chalakian, avocat de Dulangi officiel. Mais nous étions devenus 4. Et un étranger a le droit d'avoir autant d'avocats qu'il veut, donc nous avons pu finalement rentrer à 4. Lorsque Gérard veut faire des photos, alors là, les fonctionnaires de police, on est à la limite, souviens-toi, je suis à la limite de me battre avec eux, pour permettre à Gérard de faire ses photos. On appelle le magistrat, le président du tribunal administratif, qui avait
rendu cette ordonnance la veille, qu'on n'avait même pas entre les mains, tellement les choses allaient vite, qui va dire, mais bien sûr, ils ont le droit de faire des photos. Parce que, je sais, j'ai plus qu'une minute, alors là, ça va être difficile. Bien sûr, ils ont le droit de faire des photos. Et puis, quand on va sortir et se séparer avec l'expert à la sortie du dépôt, là, devant la porte d'entrée du dépôt, on va se dire que tout ceci n'ira sans doute pas très loin, mais nous avions les photos. Ces photos, elles feront le tour du monde. On les donnera à des journalistes médusés, car je vous assure qu'on aurait pu, d'ailleurs on s'est posé la question bien plus tard, peut-être ramasser de l'argent pour le GISTI, mais on a pensé qu'il ne serait pas conforme à notre éthique de vendre ces photos. Ces photos feront le tour du monde. Nous assignerons en référé le ministre de l'Intérieur. Vous avez l'ordonnance dans le dossier à la page non, l'ordonnance, oui c'est ça, page 77 à 79. Il se trouvera un magistrat, Madame Cochard, à laquelle je veux rendre hommage ici publiquement, malheureusement aujourd'hui disparu, à l'époque présidente du tribunal de grande instance de Paris, un grand magistrat, pour avoir le courage de dire, ben oui, les faits qui sont dénoncés, ces allégations, des conditions d'exécution de la rétention, contraires à l'article 3, sont susceptibles de relever de la voie de fait. Je suis compétente et elle va écarter le déclinateur de compétences. Mais vous savez, la fameuse loi sur le tribunal des conflits, c'est ce que j'appelle le fusil à deux coups. Il faudrait d'ailleurs un jour brûler le tribunal des conflits, mais ça, c'est un autre débat. Et 15 jours après, bien sûr, après qu'elle ait décliné, qu'elle ait écarté le déclinateur de compétences, le ministre de l'Intérieur prendra l'arrêté de conflit. Le conflit sera élevé et vous avez à la page 80 du dossier le sinistre arrêt que le tribunal des conflits rendra le 25 avril 1994, qui viendra dire ce n'est pas une voie de fait, car il y a une décision de maintien en rétention elle-même légale. Par conséquent, tout ce qui peut se passer en rétention ne peut pas relever de la voie de fait, mais pourrait relever éventuellement de la faute lourde de l'État. Circulez, il n'y a rien à voir, adressez-vous au juge administratif. Néanmoins, cette bataille sera un des épisodes, après la visite du CPT en 91, qui contribuera à obtenir la fermeture du dépôt en 95. Entre-temps, il y aura d'autres événements très graves. Je vais très vite. Un gardien de la paix violera un étranger le 3 novembre 1994. Un jeune Marocain se suicidera le 15 mars 1995. Un Algérien sera gravement battu par les policiers le 11 avril 1995. Puis le 20 avril 1995, il se trouvera un juge, courageux lui aussi, pour ordonner un transport sur les lieux au motif qu'on lui présentait un étranger qui semblait être en très mauvais état physique. Transport sur les lieux qui ne pourra pas avoir lieu car on empêchera les avocats d'entrer dans le dépôt. Évidemment, c'était arrivé 2 ans avant, quand on avait vu ce qui s'était passé, les photos, etc. Évidemment, ils n'avaient pas du tout envie que ça recommence. Et cette fois-ci, néanmoins cette fois-ci, à la suite de cette décision, le dépôt sera finalement fermé. Je passe très vite, encore 2 minutes, pardon Stéphane. 3 mois plus tard, le 28 juin 1995, la Cour de cassation se prononcera sur les pouvoirs du juge judiciaire de la rétention par les célèbres arrêts Bechta, Gisti et Bechta, dont Gérard, je pense, parlera dans un instant, qui élargira considérablement le champ d'application, la compétence de ce juge que mon voisin qualifiait à l'époque de juge potiche, vous savez, l'étranger à la recherche de son juge. Les avocats organiseront des permanences. Aujourd'hui, je suis très fier de dire qu'à Marseille, qu'à Lille, qu'à Bordeaux, qu'à Bobigny, qu'à Paris, et j'en oublie beaucoup, des permanences d'avocats sont organisées. Ce travail, ces batailles que je viens de rappeler brièvement, ont joué un rôle, je pense, dans la prise de conscience et dans l'organisation et le développement de ces permanences qui permettent d'assurer davantage de droits pour les étrangers. Mais, et je terminerai là-dessus, la bataille pour les droits des étrangers en rétention, c'est le mythe de Sisyphe. On remonte la pente, mais on la redescend tout le temps. Je rappelle qu'on a eu, peu après ces magnifiques arrêts, on a eu des jurisprudences beaucoup moins favorables qui sont intervenues par la suite, qui ont limité considérablement la défense effective des étrangers au niveau de la Cour de cassation. On a eu plus récemment le transfert de compétences, dont personne n'a été jamais capable de m'expliquer les raisons, de la 2e à la 1re chambre civile. Peut-être est-elle moins... Bon, je ne sais pas. En tout cas, on le constate dans la jurisprudence qui, comme par hasard, aujourd'hui se tarit, puisque vous savez que depuis 2 ans, il faut maintenant, le monopole des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a été instauré dans cette matière, donc monopole que d'ailleurs il n'avait jamais revendiqué. Et puis alors le dernier épisode, c'est le décret du mois d'août dernier cherchant à mettre dehors des lieux de rétention ceux qui, il a coulé beaucoup d'encre depuis 91, la visite du CPT, ont été les fers de lance de la bataille pour les droits des étrangers en rétention, je veux dire les permanents de la CIMAD, qu'on veut aujourd'hui évidemment sortir des centres de rétention par cet appel d'offres en l'état annulé par les 2 décisions suspendues puis annulées par les 2 décisions du tribunal administratif de Paris. Tout ça pour dire, et pardon, j'ai beaucoup dépassé de mon temps, que cette bataille a été l'une des nombreuses batailles dans lesquelles le GISTI a été au cœur de la défense des droits fondamentaux des étrangers.
J'aurais bien aimé qu'on en parle, c'est dommage, ça n'a pas été prévu. J'aurais bien aimé qu'on parle de cette bataille sur les zones d'attente en 92. J'aurais aimé qu'on parle de la bataille pour les référés voies de fait sur les refus de mariage. J'aurais aimé qu'on parle aussi des saisies illicites de documents d'identité. Autant de batailles dans lesquelles quelques avocats du Gisti ont contribué depuis 30 ans à essayer de faire progresser l'état de droit, même si à chaque fois qu'on a eu des avancées, soit de la jurisprudence de première instance, d'appel, voire de cassation du Conseil d'État, ça s'est très souvent traduit, malheureusement très peu de temps après, par des retours en arrière de la part du législateur. Donc c'est une bataille qui est indéfinie. Aujourd'hui, le dépôt des étrangers de Paris a été fermé. Il ne sert plus que d'appoint. Il a été remplacé, vous le savez, par le dépôt de Vincennes, qui il y a quelques semaines a brûlé. À Marseille, à Coquelles et à Toulouse, on organise depuis 3 ans des audiences délocalisées dans les centres de rétention. La Cour de cassation, là encore, saisie par les avocats du SAF, avec le soutien du Gisti, du barreau de Marseille et du CNB, ont obtenu de la Cour de cassation une superbe décision en avril dernier qui est venue dire qu'une audience délocalisée, dit la loi, à proximité d'un centre de rétention, ce n'est pas une audience délocalisée dans un centre de rétention, qu'il y va de l'apparence d'impartialité du juge, des garanties d'indépendance de la justice. Voilà, autant de batailles, pardon d'avoir, Stéphane, dépassé de mon temps, mais j'espère vous avoir un petit peu fait revivre cette histoire qui s'est passée le 30 octobre, le samedi 30 octobre 1993, et dont je m'engage à raconter tous les détails dans la communication écrite. Merci. C'est à toi.